Parce que les repreneurs potentiels, ils avaient ce côté d'entreprise pour avoir des détails. Et vous avez eu des propositions là? Ben oui, on en a, mais on ne peut pas vous les dévoiler, mais on en a. Depuis la nuit des temps, la pluie qui tombe sur le Mont Ventoux passe à travers la montagne et sort sous forme de source. Cette source alimente la petite rivière qu'on a appelée le Gros Eau. Et depuis le Moyen Âge, le Gros Eau est bordé de moulins. De moulins à huile, de moulins à farine, de filatures, de fabriques à papier. Dans ce système-là, qui dure plusieurs siècles, il y a des dynasties de papetiers, parfois ça fait pas. C'est la routine. Il y a quelques personnes qui travaillent seulement. C'est des petits notables locaux, qui sont conseillers municipaux. Et ce système-là va durer, comme l'histoire de l'Europe, jusqu'au début de l'industrie, c'est-à-dire vers 1830-1850. À l'époque, un moulin, il fabrique 18 tonnes de papier par an, quand ça marche bien. Chaque feuille est faite à la main. Et c'est des feuilles de papier à écrire. On dirait plutôt du carton que des feuilles de papier. Bon, donc ça c'est la première histoire. Ça dure de 1547 vers 1850, donc vous voyez 3 siècles. Ensuite, c'est le temps de l'industrie. De tous ces moulins, il y en a 80% qui ne vont plus marcher parce que les gens n'ont pas l'esprit d'entreprise. Il faut des gens qui soient modernes. Et parmi toutes ces familles, il va y avoir la famille des Geoffroy. Ils viennent de Châteauneuf de Cadagne, bon, c'est des papetiers de père en fils, et eux, ils vont mettre le paquet. C'est-à-dire, ils vont essayer d'avoir une usine qui soit toujours à pointe de la technologie. C'est toujours la même réalité aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le site qui correspondait bien pour un moulin, qui avait l'avantage d'être au bord du Gros Eau, le Gros Eau, il a un peu plus de débit que le reste, mais surtout, il y a un étiage. L'été, il y a encore pas mal d'eau. Regardez Louvèze, il n'y a plus rien dedans, dans le Gros Eau, il y a toujours l'eau. C'est pour ça qu'il y avait tous ces moulins. Il y avait une quinzaine de moulins. Donc, les Geoffroy vont essayer de se dépatouiller de ce site. C'est-à-dire, quand en plaine, sur le plat, on peut construire de grosses usines, ils ne sont plus compétitifs. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont abandonner les vieux papiers et ils vont passer au papier fin. Une fois que les papiers fins seront plus concurrentiels, ils vont faire de la technologie encore plus sophistiquée. C'est-à-dire le papier le plus dur à faire, le papier à cigarette. Mais, à l'époque, l'industriel, c'est aussi celui qui a le pouvoir politique. Les Geoffroy, c'est des gens de gauche, c'est des patrons de gauche. C'est les Geoffroy qui ont républicanisé Malocène. Ils se sont battus contre les partisans de Napoléon III, les vieux propriétaires fonciers qui tenaient la ville. Je suis la maman d'un papetier et la femme d'un ex-papetier. Mon mari est à la retraite. Oui, il a travaillé donc aux papeteries. Ah oui, depuis 70. Il a travaillé 30 ans aux papeteries. Oh là là. Il était à la machine. Il était conducteur de machine. Mais il a passé par toutes les étapes, mais il a fini à la machine. D'accord. Et mon fils est à l'imprimerie. Ah d'accord, au départ ça se faisait à partir de chiffons. De chiffons, oui. Et les femmes de Vallaucène lavaient les chiffons. Vous avez encore un peu l'exemple à Fontaine de Vaucluse encore, dans le musée qui a comment se faisait le. Après ces chiffons étaient passés dans la javel, étaient broyés, exactement comme c'était, j'ai jamais trop vu. D'accord, donc ça a toujours été les papiers à cigarette. Ça a toujours été les papiers. Et là à Malocène, ils faisaient que le bout filtre. Ah,
Ils ont toujours fait. Et même à l'époque, au début où mon mari a travaillé, donc en 70, il faisait le papier un peu de toutes les couleurs. Il y avait je crois que c'était des cigarettes suisses, tu avais les boîtes, mais je ne sais plus, moi les noms maintenant. Il y avait du papier rose, mais le plus qu'il faisait là, c'était du papier maïs. Il faisait il faisait le papier réglisse, et après il s'est lancé aussi, il y a eu la perforation au laser. Oui. Le beau filtre qui est tout perforé. À quel moment vous êtes arrivé et ce que représentait l'usine à l'époque par rapport au moment où vous en êtes sorti, c'est-à-dire, je sais pas, 35 ans plus tard, hein. En gros, c'est ça. Voilà, bon, je suis arrivé donc à l'usine en 62. Je rentrais dans mon service militaire et je suis venu ici, mais sans grande conviction, parce que lorsque j'ai visité l'usine, elle était tellement vétuste, tellement en mauvais état, et que je me suis dit, je ne resterai pas longtemps ici. Voilà, et je suis rentré à l'usine, j'étais dessinateur industriel, et je suis rentré à l'usine en octobre 62. Et j'ai été un peu rassuré parce que le directeur m'a dit, mais écoutez, oui, c'est en mauvais état, mais si vous êtes là, c'est en partie pour vous occuper du transfert de l'usine, de la nouvelle usine. Ah bon, effectivement, quelques jours après les grands travaux de Marseille, une grosse société est arrivée, démolissait tous les vieux bâtiments et la moitié de l'usine s'est reconstruite. C'était en 62. Les travaux ont duré plus de 2 ans. Et donc mon travail en particulier était de me familiariser un petit peu avec le process et avec les installations. Qu'est-ce qu'ils fabriquaient à l'époque? Ah, mais ils fabriquaient du papier cigarette. D'accord. Papier cigarette. Ils fabriquaient la partie combustible, le papier qui contenait le tabac, et ils commençaient à faire du tipping, c'est-à-dire l'enveloppe du filtre cigarette. Quoi. Mais de toute façon, c'était quand même le transfert. C'était le transfert des anciennes machines, c'était pas des nouvelles machines. C'était toujours le même endroit. Mais c'était mieux organisé, c'était mieux adapté, c'était rationnel comme enchaînement des ateliers, tout ça. Mais tout restait à faire quand même. Qui a investi à l'époque? Pardon? Qui a investi à l'époque? Ah, c'était les papeteries de Malocène. Hein. Oui, mais elles appartenaient à qui? Au Schweitzer, oui. Et à cette époque-là, il y a eu le transfert avec Kimberley-Clark aussi. Il y a eu une partie Kimberley-Clark. Alors je ne me rappelle plus très bien comment ça se passait, mais je sais que dans un premier temps, les Schweitzer ont vendu, mais ils avaient gardé les papeteries Malocène. Et bon, après, on est tous redevenus Kimberley-Clark parce que... Donc les capitaux américains. Ouais, ah oui. Même bien avant ça. Ce qui s'est passé, c'est que, enfin moi, ce que j'ai connu, c'est qu'il y a un nouveau patron qui est arrivé, qui s'appelait le président directeur général, qui s'appelait M. Aguillon, et qui, lui, a fait évoluer les papeteries de Malocène de manière considérable. Et donc, quand il y a eu la décision de construire cette moitié d'usine, reconstruire l'usine, c'est lui qui avait décidé tout ça avec les Américains, quoi. Donc déjà, il visait, disons, une expansion plus importante, quoi. Mais c'était des gens qui avaient des idées et qui étaient, comment je peux dire, c'était pas du tout la réaction par rapport à aujourd'hui, quoi. Je veux dire, c'était parce que les Schweitzer, ils ont eu je sais pas combien de fois l'occasion de dire les papeteries Malocène, on arrête, parce qu'à un moment donné c'était presque un boulet pour eux, quoi. Mais bon, il y avait un côté affectif là, certainement, et c'était très bien, quoi. Et parce que l'usine était quand même rentable.
Ah oui, oui, bien sûr. Ah oui, oui, absolument. Oui, oui, elle était rentable. Mais elle a vraiment été rentable à l'ère de monsieur Aguillon. Monsieur Aguillon a vraiment fait évoluer l'entreprise, quoi. Et quand je suis arrivé à l'époque, donc il y avait un directeur d'usine qui s'appelait monsieur de Saint-Léger, et qui était simplement directeur d'usine. Monsieur Aguillon, lui, était président-directeur général. Il avait non seulement l'usine de Quimperlé, mais celle du Mans et de Manocène, quoi. Donc on s'est retrouvé avec une équipe dont monsieur Aguillon, président-directeur général, monsieur Bermond, directeur général, et monsieur Marais, directeur d'usine. Et ce On avait procédé-là, une équipe de cadres supérieurs super. Là, on avançait. Hein. Parce que là, je vous ai parlé du laser, mais il y a eu beaucoup d'autres choses qui ont été. oui. Mais ce procédé laser, ça a été inventé à Malocène, j'ai entendu. Oui, Hein? oui, 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 oui. Ouais, et c'est M. Marais qui a mis ça au point. Ouais, ouais. Et donc, ça nous a permis de nous développer de manière formidable grâce à ce process, à cette technique. Et voilà. Et donc, les autres ateliers ont évolué, on a fait évoluer d'autres machines, etc., etc. Et en particulier, en ce qui concerne l'atelier d'imprimerie, on a acheté on avait commencé, je me souviens à l'époque, avec une machine une couleur, puis après c'était 2 couleurs, 3 couleurs, et puis on a acheté une machine 4 couleurs, et puis après une machine à grande vitesse, une couleur, etc., etc. On avait vraiment un atelier d'imprimerie très bien. Ce qui a fait également le succès, il n'y a pas, bon, je vous ai cité 3 personnes là, mais il y en a une 4e qui a pesé aussi, qui est rentré pratiquement en même temps que moi. C'est M. Jonquet. M. Jonquet qui était ingénieur chimiste et qui avait la responsabilité du contrôle qualité et un peu plus tard du recherche et développement dans tous les produits qu'on utilisait à la base du process, quoi. Et entre autres, pour l'imprimerie, c'est lui qui a développé la fabrication des encres. Il a mis au point, parce qu'on consommait des fortunes, hein, je veux dire. Les machines tournaient une nuit et jour. Et donc, nous avons fabriqué nos encres, les encres d'imprimerie. Et c'est M. Jonquet qui a mis ça au point. Alors, vous voyez, bon, je pourrais en citer d'autres comme ça, chacun dans notre coin, on œuvrait et on faisait des améliorations, et tout ça dans le but disons, d'être le plus compétitif possible, quoi. Et ça s'est très bien passé, quoi. Il y avait déjà à l'époque à peu près 300 personnes, non? Ah oui, les a même dépassé. Je ne sais pas si on n'était pas à un moment donné, je crois que avec les intérimaires, on devait se situer autour de 350 à l'époque, je crois. Et dans les années, début des années 90, ça se passait toujours bien, mais le niveau de rentabilité a baissé. Le niveau de rentabilité a baissé, bon, c'est sûr que la concurrence, parce que ça faisait des années qu'on tenait, on tenait la tête avec notre laser, mais ce qui s'est passé, c'est que les fabricants de machines à cigarettes, tout ça, ont commencé à installer sur leurs machines des perforations laser, ce qui fait que ce qu'ils appelaient la perforation en ligne, c'est-à-dire que la bobine, le papier se perforait juste avant que la fabrication de la cigarette, quoi. Tout se faisait sur la même machine. Et bien sûr à des prix les plus intéressants pour les fabricants de cigarettes. Donc on a eu une concurrence là-dessus, et puis les autres ne sont pas laissés faire, bien sûr, parce qu'on avait pas mal de concurrents en Europe. Et donc, elle est arrivée à 95, et 95, il y a eu une restructuration. Et cette restructuration a abouti à... Enfin, ça a été bizarre. C'était bizarre parce que
Il y a eu des audits, de fait. Moi, personnellement, j'en ai eu 3. Voir qu'est-ce qu'on pourrait supprimer comme personnel, des ateliers, des choses comme ça. Bon, ce qu'il y avait en production, c'est que, paradoxalement, on n'a pas souffert. Pour la bonne et simple raison, c'est que une production, c'est... On est suivi en permanence par la comptabilité analytique. Moi, personnellement, mes résultats, je les connais. De la veille, je les connaissais le matin. J'arrivais à 10h du matin. Ça arrivait sur mon bureau à 10h du matin, j'avais tous les résultats de la veille. Là où on avait perdu ou gagné de l'argent. Parce qu'ils ont fait notre bêtise. C'est que, sur l'ensemble du personnel, on dit tout ce qu'ils veulent partir, on leur donne une prime. C'est bien beau ça, mais moi, il y a des gens qui sont partis chez moi, je ne voulais pas les voir partir. Mais ils avaient envie d'avoir la prime, tout ça, ils ont eu, je sais pas, comme si on vous disait, on leur a dit, je sais pas, on vous donne, je sais pas, 40 ou 50 000 euros, vous partez, puis voilà. Oui, la seule chose, c'est que ces gens-là, il a fallu les remplacer après. Et les gens, les remplaçants, il a fallu les former. C'était complètement absurde. C'était d'autant plus idiot que cette personne qui a fait mon dernier audit là, m'a dit, mais vous comprenez, notre objectif c'est de... Parce qu'à l'époque, je crois qu'on devait sortir à peu près 3700 tonnes de papier, un peu moins de 4000 tonnes. Et l'objectif c'était d'en fabriquer 8000. Double la production. Ouais, c'est bien, oui. Mais moi, si je veux doubler ma production, je ne vais pas commencer par mettre des gens dehors. Hein. Bon. Mais, alors c'est là que j'ai compris que, vous comprenez, on met des gens dehors, tout ça, on va quand même s'arranger, on va diminuer le personnel pour avoir moins de charges salariales, tout ça. C'est pour donner confiance aux actionnaires, qui puissent investir, tout ça. Et alors c'est là que j'ai fait la différence entre ces nouvelles directions et l'ancienne. L'ancienne, ils seraient partis là-bas, ils auraient expliqué aux actionnaires que c'était une bêtise de faire ça. Là non, là, alors parce que là, ah non mais le monsieur là-bas qui est PDG, il a dit qu'il fallait réduire le personnel, il ne cherchait pas à discuter, quoi. Hein? Ou l'actionnaire a dit ci ou ça. Mais à l'époque des monsieur Aguillon, tout ça, ça ne serait pas vu ça. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y a des différences. Et c'est là que j'ai commencé un peu à douter sur l'avenir. Ce monsieur Charret, il a été formidable parce que j'ai dit si vraiment on a des objectifs pour s'en sortir, il faut pas mégoter sur le matériel. Moi, toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir une Cerruti, je voudrais que ça en achète une avant que je parte. La Cerruti, c'est à l'imprimerie, ce Clairol, c'est à la voiture. Donc il n'y a pas mieux sur Cerruti, l'italien, la machine italienne, oui. Ouais. Et donc, il est parti négocier ça aux États-Unis. Il a eu gain de cause. Il a dit c'est d'accord pour la Cerruti. Il est parti. Et c'est ça qu'on a vu, c'est des machines immenses. Ah, hein? Ah mais, oui, vous l'avez vu la Cerruti. Oui. Elle était formidable cette machine. Donc, parce que, à préciser que notre concurrent autrichien, TAN, n'avait que des Cerruti, lui. Il avait vraiment les machines au top. Hein. Tous les gens qui sont arrivés après, que je connaissais un petit peu déjà, à mon avis, ne correspondaient pas à ce qu'on pouvait attendre à Malocène ou à Créperway. Oui, moi, j'étais tellement imprégné de ce qu'avaient fait M. Aguillon, M. Bermond, M. Marais et tout ça, et de voir ces gens-là faire des rondes de jambes et puis de rien connaître au process, je sais pas, ils étaient fixés sur le rendement, sur la rentabilité. Voilà. C'était des Américains. Ah non, c'était des Français, bon, dirigés par des Américains, mais c'était des Français. Là, hein. Voilà. Il y a plein des Français, qui, à mon avis, qui ne faisaient pas trop le poids, parce que les Français de l'époque, comme je dis, Bermond, Marais, M. Bermond, tout ça, discutaient avec les Américains. Pratiquement d'égal à égal. Hein. Alors que c'était pas le cas avec les autres. Les autres, c'était des carriéristes, voilà.
Je suis peut-être un peu dur avec eux, mais je les vois comme ça. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de l'entreprise du troisième type, c'est là qu'on s'était rendu compte qu'il y avait quand même l'homme au milieu, quoi. Et petit à petit, on a vu que ça s'est dégradé, et on en est arrivé à ce qu'on est aujourd'hui. Et cette évolution, ça s'est vu, quoi. À un moment donné, je vous ai dit, les années 80, on a vu arriver, parce qu'il y avait déjà la participation qui était en place dans les entreprises, mais là, on a vu arriver l'intéressement. Et puis toutes ces réunions qui faisaient que les ouvriers étaient impliqués dans une certaine décision, tout ça, ça allait dans le bon sens. Parce que, à cette époque-là, il y en a qui se sont rendus compte d'une chose, c'est que à partir du moment où on peut investir de l'argent, n'importe quel papetier peut s'acheter la même machine. Nous, on s'acheter une Cerruti, mais Ethan peut s'acheter une Cerruti. Qu'est-ce qui va faire la différence? On va prendre les zones de produits chez l'un ou chez l'autre. C'est quoi qui va faire la différence? Puisque les machines sont les mêmes, c'est bien l'homme. Voilà. Et tout ça a été effacé avec les questions de rentabilité, en particulier coût de main-d'œuvre, etc. Et je dis c'est triste, c'est ça qui m'a vraiment. Qu'est-ce qui a finalement mené donc à la fin de cette usine? Qu'est-ce qui a fait qu'elle est fermée aujourd'hui? Donc, rentabilité, niveau de rentabilité. C'est sûr, parce qu'ils ont sabordé. Les grosses machines qu'il y avait, elles sont où? D'après certains, il y en a qui sont partis en Pologne. D'après d'autres, ça a été vendu. On ne sait pas. Oui, c'est vraiment le deuil, quoi. Voilà. C'est une petite aparté, c'est des pneus continentales. C'est les pneus continentales qui brûlent. Voilà. Oh. Donc, c'est quoi? C'est l'absurde ou c'est la crise? C'est les chiffres de l'actionnariat américain. Toujours gagner plus. C'est ça qui est dommage. Ils s'en foutent des gens qui travaillent sur place, quoi. Exactement. Soi-disant, c'est pour arrêter un marché qui est un peu en baisse, c'est-à-dire le marché du tipping de la cigarette, et se développer sur des marchés innovants, ce qui est quand même assez aberrant. Ils ont toujours prôné la fabrication entière d'une cigarette, du filtre jusqu'à la fin avec le tabac. Donc ils avaient une unité complète pour produire justement la cigarette en entier. Ce qui est aberrant, c'est de laisser tomber un morceau de la cigarette quand même. Ce qui prouve bien qu'à l'heure actuelle, c'est une fermeture pour le business, quoi. Laissez parler des petits papiers, à l'occasion papier chiffon, puisse-t-il un soir papier buvard vous consoler? Laissez brûler les petits papiers, papier du riz ou d'année, qu'un soir il puisse papier maïs vous réchauffer. Moi,
moi j'en appelle personnellement au ministère du Travail qui nous aide, puisqu'on a des repreneurs compte tenu de la difficulté nationale sur les emplois. Donc moi j'en appelle au ministère du Travail, il faut qu'ils nous aident. Il n'y a plus d'emploi dans notre cité, le bassin de l'emploi est mort ici. Bon, partout en France, c'est vrai aussi. Donc moi je compte surtout sur les politiques. Je pense que M. Devedjian devrait nous contacter. Nous voulons un repreneur. Il ne suffit pas de distribuer de l'argent. C'est vrai que ça aide au dernier moment, s'il faut de l'argent, il faut distribuer. Mais nous devons conserver notre site. Une entreprise qui est créée quand même depuis 1545, on va l'arrêter au bout de 3 mois. Mais c'est un scandale. Et le jeu de la direction a été clair, c'était de pourrir la situation, de monter la pression. Et ce qu'ils voulaient qu'une chose, c'est que le personnel casse tout pour rompre leurs obligations et leurs engagements, pas poursuivre les négociations. Et je voudrais revenir aussi sur ce tour cycliste. Évidemment, nous ne voulons pas bloquer, c'est pas notre but. Il y a des gens qui sont passionnés vélo, on n'est pas là pour casser. Mais ce qui nous fait plaisir, c'est que malheureusement, il faut qu'on mette un peu une pression pour qu'on puisse vous avoir, messieurs les journalistes. Et je vous en remercie, et le personnel vous en remercie aussi. Voilà, donc je le souhaite, et je répète, que le ministère soit là auprès de nous. Ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, Oui. aux papeteries de Malocène, Oui. quand on regarde les médias nationaux, quel que soit le support, on nous parle de licenciements boursiers, de restructuration, de LBO, de fonds de pension et autres. Et seulement, c'est des mots qui sont ajoutés les uns aux autres. Mais on n'explique pas bêtement qu'un fonds de pension, c'est un système de retraite par capitalisation qui peut être n'importe où à travers la planète et qui décide d'acheter des entreprises pour avoir une rentabilité pour payer les retraites de personnes. Et que quand les entreprises ne dégagent pas autant de bénéfices que des administrateurs ont décidé, ils vendent à la découpe les entreprises parce qu'elles ne leur rapportent pas assez pour financer ces fonds-là. Donc ça peut expliquer aujourd'hui... En fait, on licencie des salariés pour pouvoir payer la retraite d'autres salariés. Et en même temps, ça détruit... le travail. Donc il n'y aura plus du tout rien. Plus l'outil de travail, l'outil industriel, quoi. Donc le but du jeu, c'est d'expliquer avec des mots que tout le monde puisse comprendre. Un peu d'amour, papier velours, et d'esthétique, papier musique. C'est du chagrin, papier dessin. Avant longtemps. Cette source alimente la petite rivière qu'on a appelée le Groseau. Et depuis le Moyen Âge, le Groseau est bordé de moulins à huile, de moulins à farine, de filatures, de fabriques à papier.